Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau de KTO Magazine pour une très belle émission aujourd'hui consacrée au voyage. Le voyage permet beaucoup de choses. La réalisation des rêves d'adolescents, la découverte culturelle de nombreuses civilisations, l'appréhension de l'homme et de ses richesses, un autre regard sur le monde. Nous allons à ce propos vous relater l'aventure formidable de Paris à Saïgon, le pari fou tenté et réalisé par deux jeunes, Édouard Cortés et Jean-Baptiste Flichy. Plus de 6 mois de voyage en 2 chevaux, 16 000 kilomètres parcourus. Il vous sera raconté durant cette émission toute l'exaltation qui se dégage d'une telle aventure, toutes les difficultés bien sûr rencontrées et tous les obstacles surmontés. Un climat d'aventure unique relaté dans un livre paru aux presses de la Renaissance et intitulé tout simplement Paris-Saïgon. Tout de suite, le récit en images de cette aventure, un reportage d'une quinzaine de minutes. Regardez plutôt. Paris, 9 août 2003. C'est le point de départ d'un voyage exceptionnel pour Jean-Baptiste Flichy et Édouard Cortés. Le point de départ d'un défi osé, rallier Paris à Saïgon en 2 chevaux dans la tradition des exploits automobiles du XXe siècle. Comme Guy de Larigaudy et Roger Drapier qui, en 1938, effectuent les premiers la liaison entre la France et le Vietnam, Édouard et Jean-Baptiste se lancent dans l'aventure. Derrière là-bas, le Grand Pic, c'est l'Allemagne. On va passer 500 mètres en Allemagne et puis on va se retrouver... Après la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie, ils entrent en Roumanie et décident alors de transformer leurs 2 chevaux en cabriolet. Faut que tu la fasses tourner. Nouvelle coupe, nouveau look, une façon pour eux de se sentir plus proches des autres, de faciliter les rencontres et de susciter les réactions. Istanbul, ville cosmopolite aux portes de l'Asie. La Corne d'Or relie le continent européen et le continent asiatique. C'est l'occasion pour Jean-Baptiste et Édouard de faire une halte de quelques jours dans cette ville bouillonnante. Ici, un vendeur des tickets de loto. Là, un porteur d'eau, un marchand de beignets ou un cireur de chaussures. L'un des charmes de cette ville, c'est de boire un thé à la menthe et de flâner dans les allées du Grand Bazar. On trouve ici les épices, on trouve ici comme vous voyez, les péritifs, des fruits secs, des loukoums. On trouve des médicaments qui sont très anciens, comment dire, des plantes. Il est vrai que l'on trouve de tout à Istanbul. Chaque rue a son ambiance, chaque quartier, ses odeurs. Regarde le bosphore, c'est excellent. On voit tout Istanbul derrière. Bah voilà, on passe en Asie tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut l'acheter ?
trace vers Haiphong, en Anatolie orientale, pour aller jusqu'à Konya. Konya, c'était une étape importante sur les routes de la soie. Christianisée par saint Paul, mais surtout réputée pour son affluence chez les mystiques musulmans, les soufis. Ce mausolée serait le tombeau du fondateur du soufisme, Rumi. Ici, on peut admirer les manuscrits aux enluminures d'or et les livres sans représentation de personnages. Au XIIIe siècle, le poète mystique a inventé la danse des derviches tourneurs. Un pied au contact du sol, les mains vers le ciel, les derviches lancent leurs prières vers Dieu. Au sud-est, sud-ouest. Excuse me. Göreme. Göreme. Bravo. Teşekkür ederim. On rentre au Cappadoce, on va bientôt arriver à Göreme et on voit les premiers paysages là avec les cheminées de fées. Ces paysages creusés dans le stuf. Voilà un premier site ici. Avec les maisons troglodytes qui ensuite ont été creusées pour aménager certains villages ou certaines résistances. Le mont Ararat, au cœur du Kurdistan. Selon la tradition, cette montagne aurait accueilli à son sommet l'arche de Noé à la fin du déluge. Il faut payer son entrée au pays des ayatollahs. Les douaniers iraniens acceptent de laisser passer les voyageurs en contrepartie d'un bakshish. Les Perses, pourtant, sont très accueillants malgré la dureté du régime. Salam. Dans les montagnes de l'Elbourz, au nord de l'Iran, se cache le village de Massoulé. Les habitations aux couleurs pastel se superposent et la circulation se fait à pied par les toits. La maison de thé locale est tenue par un vieux villageois. Ici, le thé est servi à l'ancienne dans un antique samovar et accompagné par des nanes, les traditionnelles galettes de blé. Pour atteindre l'Afghanistan, il faut traverser le désert du Dashti Kavir, le grand désert salé. Tous les 30 ou 40 kilomètres, des caravansérails jalonnent les routes de la soie. Pendant des siècles, ils ont servi d'abri fortifié pour les caravanes. On y échangeait de la soie, mais aussi des pierres précieuses, des céramiques ou des épices. La route de la soie était le lien entre l'Orient et l'Occident. Après 23 ans de guerre, l'Afghanistan est en pleine reconstruction. La situation précaire et la logique tribale rendent encore le pays très instable. Mais l'Afghanistan, c'est aussi le pays le plus miné au monde. Abdullah, une barbe blanche en signe de sagesse, prend place pour quelques kilomètres dans la 2 chevaux et introduit ainsi Jean-Baptiste et Édouard en Afghanistan. Voilà l'Afghanistan, on y est en plein dedans.
Un peu de piste pour se mettre en jambe jusqu'à Herat. La piste est bonne pour l'instant, elle est caillouteuse, faut pas rouler trop vite, mais il n'y a pas de problème. Il y a une autoroute en construction qu'on a empruntée sur 2-3 km, c'est interdit, mais bon, on essaye de ménager la mécanique. Pour l'instant ça se passe bien, les Afghans sont sympas, et ils rigolent comme tous les autres pays qu'on a traversés jusqu'à présent. Après 5 heures de piste, c'est l'arrivée à Herat, ville fleuron de la civilisation perse. Cité d'art et de culture où les savants et les poètes accouraient du monde entier. Détruite sous Gengis Khan, rasée par Tamerlan, bombardée par les soviétiques, prise par les talibans, Herat semble toujours se relever de son histoire tumultueuse. Shut your mouth, don't say a word. I wouldn't believe it anyway. Aujourd'hui dirigée par un gouverneur puissant, Ismaël Khan, qui tire son immense richesse des taxes sur la frontière toute proche. Ismaël Khan accorde aux 2 voyageurs une escorte jusqu'aux limites de sa province. La piste du centre entre Herat et Kaboul. Pour l'instant, pas trop de problème. Petite crevaison ce matin. Jean-Baptiste et Édouard attaquent alors l'Afghanistan par la piste du centre. Plus de 700 km qui traversent le pays d'est en ouest. Édouard et Jean-Baptiste croisent souvent des hommes en armes. Homme d'Ismaël Khan, armée régulière afghane ou du seigneur local, il est impossible de le savoir au premier coup d'œil. Arrêt suivant, Jam et son minaret. Datant du XIIe siècle, cette tour serait un vestige de l'empire ouride, un royaume disparu. Ce monument pourrait alors marquer l'emplacement de la mythique ville de Firouzot, tant recherchée par les archéologues. Décoré d'inscriptions, incrustées de faïences bleues, on y lit en alphabet arabe des invocations à la toute-puissance d'Allah. Un soir, les villageois du hameau ont préparé une veillée traditionnelle, car les Afghans ne manquent jamais une occasion de danser sur des airs de chansons ouzbèques rythmés par les sitars. Le cercle des villageois se forme, laissant la place au centre pour les danseurs. Tu peux me passer un marteau? Ouais. Tu peux me passer du W aussi? Tu peux passer une vitesse? Tu peux mettre le point mort s'il te plaît? Là j'essaie de déboulonner un truc. Pour pouvoir remettre le cardan dans son logement femelle. L'Hindoukouche est un massif montagneux qui prolonge l'Himalaya. Ce nom signifierait « qui tue les hindous », en raison de cette montagne qui donne la mort par la rudesse de son climat et de ses habitants. Mais l'Afghanistan, c'est aussi la culture du pavot, qui sert à la fabrication de l'opium et de l'héroïne. Car depuis la chute des talibans, l'Afghanistan est redevenu le premier producteur d'opium au monde, avec plus de 4000 tonnes produites par an. Au cœur du massif aride, 6 lacs suspendus se succèdent en terrasse.
Ici, à Bandamir, les pèlerins chiites affluent. Il est dit que les eaux sacrées de ces lacs agiraient sur le mal. La légende veut que l'imam Ali, gendre du prophète Mahomet, aurait créé ces lacs en frappant le sol de son épée. Sur la route de Kaboul, Édouard et Jean-Baptiste traversent le cirque de Bamiyan. Au croisement de plusieurs vallées, Bamiyan est un carrefour de civilisation. Mais le 26 février 2001, par décret visant à interdire l'adoration des idoles, l'émirat islamique d'Afghanistan faisait détruire les 2 bouddhas géants. À la place des statues, il ne reste plus aujourd'hui que des sarcophages tristement vides. Mais alors que l'entrée dans la capitale afghane est proche, la 2 chevaux s'effondre. C'est la panne qui arrête, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Donc là, j'essaie de redresser le châssis. Le châssis est tordu à 2 endroits et cassé à 2 autres. Après 8500 km, il fallait que ça arrive maintenant. Donc l'idée, ce serait de la mettre dans un camion, la monter dans les gros camions russes et puis l'amener à Kaboul directement. Les années de guerre ont défiguré la ville et marqué les mentalités. Mais la vie reprend peu à peu dans les rues de Kaboul. Quant à Édouard et Jean-Baptiste, leur voiture a rendu l'âme à plus d'une centaine de kilomètres du premier garage Citroën. C'est Hakim, un ami afghan, qui trouve la solution. Dans une arrière-cour, un châssis de 2 chevaux des années 70 sert de fondation à un muret. En 3 semaines, le châssis est extrait du muret, la voiture entièrement démontée et remontée, avec la nouvelle pièce. Le départ de Kaboul est enfin possible. On vient de rentrer tout juste au Pakistan là, et on a fait Jalalabad, Peshawar, on se dirige vers Islamabad, au Pakistan. Et après, à nous l'Inde et toute l'Asie du Sud-Est. La carte de leur parcours est peinte sur les 2 portes latérales de la voiture, avec en pointillés rouges l'itinéraire déjà parcouru. Alors, C'est parti pour l'Himalaya. on passe dans le chemin où se vide la rivière gelée. C'est un peu délicat comme manœuvre. J'espère que ce ne sera pas trop gelé plus haut parce que suffit qu'il neige et on reste bloqué à 4000. Un peu chaud parce que la glace est bien prise dans les cailloux. La glace est prise dans les cailloux. Le col de Kunzon en tibétain, à 4551 mètres d'altitude exactement. Et c'est magnifique. Un instituteur tibétain accueille Édouard et Jean-Baptiste pour la nuit dans sa traditionnelle maison blanche. Au beau milieu de l'Himalaya, la 2 chevaux doit être déchargée. Sinon, c'est la mort de la voiture. Voilà tout ce qu'on laisse. Une pelle, du matériel de cuisine, une couverture, un tuyau, un réchaud à gaz. En redescendant de l'Himalaya, ils empruntent la Great Trunk Road, la grande route des Indes qui s'étend de Peshawar à Calcutta.
Tes impressions de la Grand Truck Road? C'est une route de merde. La route qui fait quand même Peshawar-Calcutta. Faut la voir pour y croire. Là, ça paraît bon, mais en fait, c'est dégueulasse. Bénarès est la plus sacrée des 7 villes saintes indiennes. Du matin au soir, les rives du Gange grouillent de monde. Les hindous s'y recueillent, s'y baignent, font des offrandes. L'eau du Gange les purifiant de tout péché. En venant mourir ici, ils peuvent atteindre le moksha, qui achève les cycles de réincarnation. Car le rapport à la mort des Indiens est beaucoup moins pudique qu'en Occident. Elle fait partie du quotidien. Malgré quelques problèmes de mécanique, Jean-Baptiste et Édouard arrivent tant bien que mal à Calcutta. On a une suspension de cassée, on démarre plus et on n'a plus d'embrayage. Donc on roule en seconde au pas. On doublait les camions, maintenant c'est les camions qui nous doublent. On n'est pas arrivé, hein. Mais ils ne peuvent traverser le Myanmar, les Birmans interdisant l'accès de leur pays à tous les véhicules. La 2 chevaux est alors chargée sur un cargo en partance pour la Thaïlande, alors qu'ils franchissent de leur côté le golfe du Bengale. Après un mois d'attente à Bangkok, ils récupèrent la voiture et passent au Cambodge. Le voyage touche à sa fin. Le Mékong, enfin. Ses riverains le surnomment la mer des eaux. Toute la prospérité de la péninsule indo-chinoise est due au grand fleuve. La 2 chevaux est embarquée sur une barge pour la traversée du Mékong. « 13 janvier 2004, Saïgon. Jean-Baptiste et Édouard ont atteint l'ultime étape de leur parcours. Plus qu'un simple voyage, c'est une véritable épopée qu'ils ont réalisée. 16 000 kilomètres de route et de chemin, 15 pays traversés, plus de 5 mois de voyage. Partir encore pour comprendre le monde, ça sera pour eux leur prochain objectif. Il ne reste plus qu'à songer à la prochaine aventure. Merci en tous les cas infiniment de nous avoir livré ces images. Un résumé en images qui ne dénature pas trop votre périple? Là, c'est vrai qu'on voit pas mal de l'aventure. C'est le côté voyage qu'on cherche à montrer dans le film, c'est-à-dire qu'on montre une image. Mais c'est pas une image forcément juste. Et évidemment, on peut aller beaucoup plus loin en lisant le livre, où on rentre plus dans nos sentiments, dans notre démarche de voyageurs, et puis dans le chemin intérieur qu'on parcourt sur 6 mois. Donc là, c'est des images, effectivement. C'est des images d'aventure. Ouais. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'aujourd'hui, tant de gens aspirent à vivre cette aventure qui fut la vôtre? C'est peut-être la façon de vivre actuelle des gens qui sont un petit peu emprisonnés dans leur quotidien. Finalement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont envie de partir et qui ont envie de se lancer. Et il y en a beaucoup qui se lancent, qui partent à l'aventure comme ça. Et qui essayent en même temps peut-être de se ressourcer ou d'essayer de chercher quelque chose à travers le voyage, à travers une vie plus paisible au quotidien, entre guillemets, parce que c'est pas plus paisible qu'en France, mais où on a plus de temps pour soi, pour réfléchir, pour faire le point. Il y a cette phrase, je crois, qui en dit long justement sur cet esprit-là dans votre livre, hein, Paris-Saïgon, je redis aux presses de la Renaissance, un livre vraiment merveilleux. Cette phrase qui dit « L'homme s'égare à force de galoper dans les déserts du code pénal, à force de suivre des pistes dans la jungle financière. Nos villes et nos sociétés nous emprisonnent dans des murailles. L'ennui et l'habitude nous brisent. » Exactement. C'est un petit chapitre que j'ai écrit sur l'esprit d'aventure et je tenais à le noter parce que ça
ça montre un peu dans quel état d'esprit on est parti. C'est-à-dire que nous, dans l'esprit d'aventure, on y englobe plusieurs choses, mais c'est pas lié à l'exotisme du voyage. L'esprit d'aventure, il est un état de vie, il est un état de peut-être l'aventure d'un chrétien qui est celle du combat au jour le jour pour avancer petit pas par petit pas. Guy de Larigaudy a une superbe devise qui dit « Si la route te manque, fais-la ». C'est la devise qu'on a pris pour notre voyage et c'est l'esprit dans lequel on s'est mis pour faire ce voyage. Et effectivement, c'est un peu ça. L'ennui de notre société, qui est créer une société au risque zéro, où il faut que tout soit encadré, etc. Finalement, effectivement, la société peut nous briser. Et donc, il faut tous les jours retrouver ce goût de la vie, ce goût de l'action, ce goût d'aller un peu plus loin, pour avancer. Parce que ce sont des moteurs, l'esprit d'aventure est un moteur. Ouais. Mais combien de gens aspirent à faire ce type de voyage et combien finalement osent à l'arrivée le faire? Ça n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on est très admiratifs. Il n'y en a pas beaucoup et c'est un petit peu le message qu'on aimerait faire passer, c'est que finalement avec un budget limité... on peut donner les chiffres? Et puis avec 7 000 euros à deux pendant 6 mois. Et puis avec un petit peu de temps, forcément, on peut partir et on n'est pas obligé de partir très loin. Mais c'est quelque chose qui est jouable. Mais je rajouterais qu'il ne faut pas que ce soit une fuite, comme dirait Dominique Lapierre, mais un besoin de comprendre, de s'enthousiasmer pour le monde, d'essayer de rencontrer les gens au quotidien. Et à titre personnel, qu'est-ce que vous a appris précisément ce voyage? Je crois que ce que j'ai appris de plus fort, du moins pendant le voyage, et j'essaye de le vivre aujourd'hui, c'est de vivre au jour le jour sans me soucier du lendemain. Voilà. Alors c'est quelque chose c'est très dur pour nous, c'est facile à dire, mais c'est vrai que pendant le voyage, on ne savait pas où est-ce qu'on allait dormir le lendemain, qu'est-ce qu'on allait manger, est-ce que la voiture allait tenir. Voilà. Et toutes ces questions, finalement, on essaye de les mettre un petit peu à côté et de se dire qu'est-ce que, finalement, de vivre le moment présent, de voir la personne qu'on va rencontrer sur le pas de sa porte, d'essayer de l'accueillir ou de voir comment est-ce qu'elle nous accueille et puis d'essayer de vivre, de communiquer avec elle c'est quelque chose qu'on essaie de transposer aujourd'hui dans nos vies à Paris. Et pour mieux communiquer, hein, donc à la base il y avait bien sûr cette voiture, hein, cette fameuse 2 chevaux, bucéphale, hein, comme vous l'avez surnommée. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une personnalisation hein, vraiment de cette voiture à travers le livre. Vous y étiez très, très attaché. Hein, oui, le choix de la 2 chevaux n'était pas anodin. C'est-à-dire que déjà on était nuls en mécanique, donc il a fallu prendre une voiture assez facile à réparer, que tous les garagistes du monde puissent comprendre. C'est le cas de la 2 chevaux. 2 chevrons, il n'y a rien de plus simple, on ouvre le capot et on comprend tout de suite. Donc ça nous a facilité la vie. Vous êtes modeste quand même, hein. C'est plus compliqué que ça quand même. Non, c'est assez facile. On n'y connaissait rien, on a tout appris sur les routes du monde, donc c'est plutôt facile. Mais ce qui nous attirait et pourquoi on a pris ce véhicule, c'est que effectivement, elle a une véritable physionomie humaine. Il y a ses 2 yeux, elle se balance, elle a un côté un peu rigolo, et puis elle est attachante pour nous parce que nous, petit à petit, au fil du chemin, on s'est attaché à notre bucéphale, mais aussi elle permettait la rencontre. On a coupé le toit, comme on voyait sur les images tout à l'heure. C'est justement pour que les gens puissent regarder ce qu'on avait dans la voiture, qu'on n'ait rien à cacher, qu'on puisse vivre en grand air pendant 6 mois. On n'a pas eu une seule goutte de pluie. Ça, c'était un espèce de petit miracle parce qu'on a dépassé la mousson et on n'a pas eu une seule goutte de pluie pendant 6 mois. Mais c'est surtout que la 2 chevaux crée la rencontre. On avait mis sur les cartes, sur les portes de la 2 chevaux, on a mis une carte. Voilà. Et quelles auront été précisément vos plus belles rencontres? Il y en a des foules, mais finalement, c'est là où on s'y attend le moins. En Afghanistan, pays où on pourrait, qu'on a habituellement envie d'appeler pays de trafiquants ou de chefs de guerre, et ben c'est là où on a fait de très belles rencontres, très simples, et la 2 chevaux permettait ça. On s'arrête sur une place d'un village, on commence à acheter quelques fruits, et puis les enfants viennent, regardent la voiture. Hop, il y en a un qui monte sur le pare-choc, un autre qui la fait bouger parce qu'elle bouge comme ça, la 2 chevaux. Et puis finalement, c'est les femmes qui s'approchent. Et les enfants créent cette sympathie avec la 2 chevaux. Puis après, c'est les hommes qui s'approchent. Et le soir, on est dans une maison à boire du thé, à partager du raisin sur des tapis persans. Voilà, on a eu une belle rencontre dans les zones tribales. Là où on s'attendait le moins, avec un Pashtun qui s'appelle Amou Khan. Et on a passé 4 jours avec lui, avec sa famille,
dans une zone qui est pourtant réputée très difficile, où tous les soirs, quand on se couchait, il y avait des tirs de Kalachnikov en permanence. La nuit, il y avait un de ses frères qui gardait la 2 chevaux, armé à côté de la 2 chevaux, et pourtant il ne nous est rien arrivé, et ça a été une rencontre assez fabuleuse. Oui. Vous misiez beaucoup, vous, sur la Providence, précisément, pour peut-être vous protéger? Quand même, oui. Ouais. Donc on priait régulièrement en cours de route. Ouais. Et puis on est obligé de se confier finalement parce que dans des zones comme ça qui sont dangereuses, on prenait un maximum de précautions, mais on ne peut pas tout prévoir. Et c'est là que la prière entre en jeu. Ouais. Qu'est-ce qui vous a permis justement d'affronter un peu tous ces obstacles, de les surmonter et d'aller vraiment au bout de vos rêves, d'aller au-delà de toute espérance? Parce que finalement, vous ne vous attendiez pas à pouvoir réussir un tel pari. Ce qui nous a permis de tenir, je pense que c'est la prière au quotidien, la prière ensemble. Et puis c'est le fait c'est de s'abandonner à la route, aux joies et aux peines, aux réussites comme aux échecs, à tout ce qui fait le quotidien de la route. Ouais. Et puis il y a la foi aussi, la foi dans, alors pas la grande foi, mais celle de vouloir arriver à Saïgon, et qui est peut-être un peu la démarche d'un état d'esprit de chrétien, c'est-à-dire où est-ce qu'on va. Et nous, on avait un objectif. On n'est pas des voyageurs on n'est pas partis dans une fuite, on n'est pas partis pour tourner en boucle. On allait à Saïgon. Et c'est notre démarche de voyageur et celle peut-être qu'on pourrait avoir comme une démarche intérieure, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller et quel moyen on prend pour y aller et est-ce qu'on y met la foi pour y arriver. Et on avait une espérance qui était celle de Saïgon, mais c'est finalement peut-être un parallèle entre l'état de vie d'un chrétien qui est celle d'atteindre l'état de vie d'une vocation de vie de saint et de vouloir avancer petit à petit là-dessus vers Dieu. Donc vous avez vécu ça vraiment comme un pèlerinage, on peut employer le mot? Je ne sais pas si c'est un pèlerinage, parce qu'on n'avait pas de démarche en tant que telle, on n'était pas pèlerin. Saïgon n'est pas une ville sainte, il n'y a pas de tombeau de saints, même s'il y a eu des saints martyrs pendant la guerre du Vietnam, etc. Il y a eu des persécutions, il y en a toujours encore, mais ce n'était pas la démarche d'un pèlerinage, mais tout voyageur a une quête, voilà, qu'elle soit une quête de Dieu, il y a même voilà, mais il y a... et nous, en tant que chrétiens, évidemment, il y avait évidemment ce moteur supplémentaire qui nous a fait tenir et qui inscrit notre démarche de voyageur dans une démarche d'espérance et dans le regard d'espérance aussi sur le monde. Alors cet esprit d'aventure avec un grand A est celui bien sûr de Guy de Larigaudy. C'est ce que j'allais dire, oui. Ouais. Donc il y avait effectivement cet objectif. Donc Guy de Larigaudy est parti en 1937 avec Roger Drapier et il a fait la première liaison automobile entre l'Europe et l'Asie. Donc à l'époque, dans une Ford décapotable. Dans une Ford décapotable. À l'époque, c'était un exploit. Aujourd'hui, plus du tout parce qu'il y a des routes partout et les routes sont praticables. Alors l'idée, c'était pas de refaire exactement le même itinéraire, de passer par les mêmes pays, parce que déjà, c'est pas ce qu'on a fait. Et puis, c'était pas notre objectif. L'idée, c'était de partir un petit peu dans le même esprit d'aventure qu'il animait avec Roger Drapier. Cet esprit de découverte, d'enthousiasme sur le monde et d'espérance. Et donc c'est un petit peu ce qui nous a permis aussi de tenir, parce qu'on avait dans notre boîte à gants le récit de son aventure qui s'appelle La route aux aventures. Et donc il y avait des parallèles, mais on se retrouvait un petit peu dans cet esprit. On essayait d'être enthousiaste par rapport à tout ce qui faisait la route. Alors, il y avait effectivement le trajet à la base, que vous avez bien sûr défini et réadapté au fur et à mesure. Et puis, il y avait cette envie d'aller tous les deux le plus loin possible, avec cette amitié, en fait, qui vous lie déjà depuis des années et qui a permis finalement d'aller au bout de cette logique, même si tout, et ça vous dites bien dans le livre, Paris-Saïgon, aux presses de la Renaissance, vous dites bien que tout n'a pas été facile et qu'à certains moments, vous êtes même posé certaines questions. Oui, c'est aux alentours de Kaboul, en fait, quand tout allait mal, la 2 chevaux a cassé, le châssis a cassé, et effectivement, quand on remet le voyage en doute, ça remettait aussi un peu notre amitié. Mais pour rien au monde, on aurait voulu que le voyage brise notre amitié. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, on s'est connus sur les bancs de l'école, dans une pension, on a fait du scoutisme ensemble, et comme on avait un tel respect pour l'amitié qui nous lie très fortement, qu'on s'est dit c'est trop bête de briser notre voyage pour ça. Valait mieux que le voyage s'arrête plutôt que notre amitié s'arrête. Donc effectivement,
quand on s'est engueulé, et on s'est engueulé plusieurs fois, qu'est-ce qu'on faisait de notre voyage? Est-ce qu'on continuait quand on est dans une 2 chevaux, dans 6 mètres carrés pendant 6 mois? C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je suis très bordélique. Jean-Baptiste est très rangé. Je suis lève-tard, il est lève-tôt. Et petit à petit, au fur et à mesure du voyage, il a fallu déjà qu'on adapte nos modes de vie, mais en plus qu'on puisse considérer le regard de l'autre comme enrichissant. Mais c'est comme dans un couple. Hein, ouais. C'est un petit peu comme dans une vie de couple où il y a des crises, où il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas. Et puis voilà, il y a un moment où ils doivent aller au nord, moi au sud. Et puis il faut faire des concessions, ou plutôt des actes d'amour, dire voilà, on ira au nord, tant pis, c'est comme ça qu'on fera. Il a fallu faire beaucoup de concessions. Hein. Et puis voilà, et puis essayer de prendre du recul, parce qu'au quotidien, c'est des petites choses des frictions, quelquefois ça va loin. Quelquefois, on a pris le temps pour... chacun partait dans sa direction, on partait 2-3 heures dans la ville, et puis on se retrouvait. Et puis finalement, c'est ce qui est le plus beau, parce que on a réussi à aller à Saïgon, à pas vraiment se séparer, et puis à atteindre notre objectif commun. Et puis parmi les rencontres, il y a eu également des autostoppeurs que vous avez pris au fur et à mesure de vos escapades dans votre voiture. Et donc l'occasion également de discuter avec ces gens, de mieux faire connaissance avec leur pays, avec leurs coutumes. La voiture était un peu un arche de Noé. Hein. On a pris beaucoup de monde, mais on a pris aussi des chèvres. Il y avait une souris qui est restée 3 jours. Il y a eu des moutons, il y a eu de la paille. On a pris vraiment de tout et n'importe quoi, mais on a pris des gens et on a pris beaucoup de monde. Je me rappelle au Pakistan, dans une petite vallée en remontant l'Indus, il y a 3 femmes qui rentraient à pied dans leur village. Elles nous ont vus et puis elles ont hésité. En général, les femmes et les hommes dans les pays musulmans ne se croisent pas. On ne fait pas de mélange. Et puis là, elles ont pris par-dessus elles en avaient tellement marre de la marche qu'elles sont montées dans la 2 chevaux. Et puis elles avaient... on sentait qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire qui se passait, c'est-à-dire que le fait qu'on soit des Occidentaux leur avait permis de monter dans la 2 chevaux et puis on les a remontés jusqu'à leur village. On est plusieurs routes comme ça. Toujours au Pakistan, on a pris des nomades, par exemple, les petits-enfants qui sont montés là avec des chèvres. Et tout au long du voyage, on a égrené les différentes personnes qui sont montées. En Inde, on a eu une histoire un peu dingue, un autostoppeur tibétain qui monte. Le problème, c'est qu'il avait bu ou fumé, ou peut-être les deux à la fois. On était en pleine nuit. Il était assis sur les malles arrière. Il tombe à 50 à l'heure. Il tombe sur la route. Il se relève miraculeusement. Et il revient dans la voiture. Et il revient dans la voiture. Ça, c'est dingue. Ouais. C'est des trucs comme ça qui sont de l'ordre du voyage, qui sont un peu... C'est Sartre qui dit l'aventure, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire sans être forcément extraordinaire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça le voyage. Alors c'est vrai que vous avez découvert des civilisations, des cultures, des ethnies qui vous ont ouvert vraiment la voie du dialogue, y compris d'autres religions. Et ça vous a permis, vous, en tant que chrétien, d'élargir un peu, j'imagine, vos horizons. Mais ça permet de prendre conscience de ce que sont les autres religions, puisqu'on a traversé la religion musulmane, hindouiste, les sikhs, bouddhistes, parce que vous avez été accueilli par des moines bouddhistes, dans des circonstances un peu rocambolesques. On a rencontré des sadhus, on a tout un tas de religions qu'on a entreaperçues, je dirais, parce que finalement on est passé très vite, on ne peut pas avoir un regard objectif, mais le fait de les voir, de parler avec eux, ça nous permet de mieux nous situer finalement dans notre religion, de savoir... Donc ça vous a conforté dans vos positions. Oui. Très fortement, c'est-à-dire que on n'est pas on a des racines en France, on a une famille, enfin c'est le cas pour tous les deux, et tant mieux, on en rend grâce, mais c'est... comme on n'est pas parti en fuite, on est parti dans une idée de découverte, pas une découverte naïve, mais une découverte assez... peut-être de l'ordre du voyage initiatique. Et donc, la confrontation aux différentes cultures permet justement d'asseoir ses positions et de se dire, en quoi je crois, qu'est-ce que je veux, voilà. Au lieu de se perdre dans le voyage, ça nous a enrichis, c'est une marche. Oui, donc c'est un palier qui est franchi, un certain nombre de questions qui se posent à la clé. Et puis cette question aujourd'hui, mais comment se satisfaire d'une vie de sédentaire? Quand vous voyez tous ces gens un peu campés sur leur position, vous dites quoi avec le recul qui est le vôtre?
Je suis très admiratif. Parce que Mais pas envieux. j'ai un tempérament De nomade? un petit peu peut-être, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui arrivent à se satisfaire de leur quotidien. Et je crois que finalement, c'est peut-être ça la sagesse, et le fait de se stabiliser et puis de trouver une joie de vivre dans son quotidien. Parce que c'est peut-être plus facile, pour moi en tout cas, c'était plus facile de trouver ça en voyage, peut-être que pour beaucoup de gens aussi, que chez soi, construire sa vie au jour le jour. Et donc je suis très admiratif. Mais après, vous êtes enivré de tels paysages, de telles ambiances, de telles couleurs, de telles odeurs. La vie ne vous paraît-elle pas fade aujourd'hui? Si elle était fade, ça veut dire qu'on aurait loupé notre voyage. C'est-à-dire que ça aurait été une fuite et qu'il faudrait toujours recommencer, toujours repartir pour trouver goût à la vie. Et en fait, en étant en France, on a d'aussi belles rencontres. Il suffit en fait de changer son regard. Et c'est peut-être aussi l'état d'esprit de notre voyage. Oui, il est exotique, il est fabuleux, chaque jour est différent, chaque jour est une nouvelle aventure dans un voyage type Paris-Saigon, mais on peut en faire la même chose, on peut le faire ici, là où on est, dans son entourage, si on change le regard. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur, c'est un peu cette petite Thérèse qui devient patronne d'émission alors qu'elle est au fin fond de son couvent. C'est des choses que, pour nous qui sommes passionnés, rêveurs, c'est difficile effectivement à concevoir. Mais peut-être que effectivement la vraie sagesse, elle est ici. Et c'est ce qu'on essaie d'apprendre aussi. Il y a un apprentissage, oui, dans l'exotisme, mais oui aussi dans le regard renouvelé sur les choses, dans le regard d'espérance. Et c'est peut-être comme ça qu'on trouvera que la vie n'est pas fade, finalement. Mais on a besoin d'un moteur qui est ce moteur passionnant d'aller découvrir parce qu'on a besoin d'horizon, quoi. Il y a 3 mots qui reviennent de façon récurrente dans votre livre et qui témoignent bien de cet esprit qui vous a habité pendant tout un temps. C'est le rêve d'un côté, l'action de l'autre et puis bien sûr les imprévus auxquels vous avez eu à faire face. Je crois que ça résume bien ces 3 mots, en fait, l'esprit qui vous a guidé. Oui, tout à fait. Oui. C'est Guy de Larigaudy qui dit il n'est pas de joie aussi pure qu'un beau rêve réalisé. Oui. C'est vrai qu'on était guidé à la fois par le rêve, l'action, parce que un rêve sans action, finalement, il ne se réalise pas. Ouais. Et puis comment accepter les imprévus. Oui. Ouais. Alors les imprévus, ils ont été multiples. Les imprévus également, c'était des rencontres notamment dans les mouroirs de Calcutta, chez Mère Teresa. C'est un épisode qui vous a beaucoup marqué. Parce qu'on peut s'arrêter, il faut le dire aux téléspectateurs qui ne le savent pas forcément, on peut s'arrêter 2-3 heures, ils prennent des bénévoles comme ça pour des aides ponctuelles. C'est ce que vous avez fait. Oui, à Calcutta, donc dans les mouroirs des Sœurs de la Charité, fondés par Mère Teresa. Nous, on a cassé notre embrayage à Bénarès, donc 600 km avant Calcutta. Pendant 600 km, on a roulé en seconde, la vitesse seconde était bloquée, donc on a roulé 36 heures d'affilée, ça a été un enfer. Et on arrive à Calcutta, on connaissait personne à Calcutta, on a frappé à la porte des Sœurs de la Charité qui nous ont ouvert, on a mis la 2 chevaux dans l'orphelinat et on a attendu. Et effectivement, petit à petit, notre démarche de voyageur, qui est une démarche peut-être un peu égoïste, qui est celle de glaner les impressions du monde, on a confronté cette démarche à celle des volontaires qui étaient présents, qu'on a rencontrés dans la rue, un peu partout dans les petits restaurants de Calcutta. Et on a eu envie d'aller voir qu'est-ce qui se passait, juste comprendre ce qui se passait. Et puis, en fait, on a bien plus compris, on a été au-delà, parce que non seulement on a donné un petit peu notre goutte d'eau, on a donné un peu de temps, mais c'est surtout qu'on a compris qu'il y avait une goutte d'eau d'amour qui en quelques heures pouvait passer dans ces mouroirs. Ouais. C'est extraordinaire. C'est une ambiance de sérénité. Dingue. On se dit on va avoir rendez-vous avec la mort, et puis il y a ici 50 morts, 50 personnes prêtes à mourir, et puis on arrive dans une vague d'amour où on est au service des gens, où finalement on reçoit plus que ce qu'on donne. C'est assez impressionnant. Et moi, j'ai été marqué par ce Christ qu'a fait placer Mère Teresa. C'était une volonté de Mère Teresa de mettre un Christ avec en gros écrit en anglais « J'ai soif ». J'ai soif d'amour, et c'est exactement ça. Et Christ est placé là,
c'est assez dingue. Et puis j'ai soif, c'est ces mourants qui ont soif d'amour. C'est un de ces mourants qui disait à Mère Teresa, toute ma vie j'ai vécu comme un chien, et puis voilà que grâce à vous, je vais mourir comme un ange. Donc et on a été très marqués. Ouais. Et puis c'est peut-être la providence, mais le voyage a voulu que notre embrayage se casse à Calcutta, qu'on puisse rester plus de 15 jours à Calcutta, et donc on a pu rencontrer Rien n'est innocent finalement, vous vous êtes rendu compte durant ce voyage. Une route en tous les cas qui rend pauvre, hein, mais rapidement, donc qui incite bien sûr au dépouillement le plus total. Parce que vous êtes parti, vous en fait, en gros, c'est ça, les spectateurs, vous êtes parti avec des malles, à n'en plus finir, et puis finalement au fil du temps, vous avez égrené tout ça sur votre route. Hein. On est parti avec beaucoup d'affaires, beaucoup trop, Ouais. et on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était lourd, et lourd pour les 2 chevaux, et que si on voulait pouvoir arriver au bout, il fallait se dépouiller. Ouais. Voilà, donc Oublier le superflu et aller droit à voilà, l'essentiel. mais c'était concret. C'était en même temps dans nos têtes, mais c'était en même temps très concret parce qu'il a fallu se décharger au quotidien. Une des dernières fois où on l'a fait, c'est dans l'Himalaya, où à 4500 mètres d'altitude, les 2 chevaux ne pouvaient plus avancer. Et il a fallu encore une fois se décharger. Et pourtant, on s'était déchargé de nombreuses fois sur la route. Et on s'est rendu compte que finalement, on vit avec rien, avec un short, avec 3 fois rien. Et qu'on n'en est pas plus malheureux pour autant. Ouais. Et un sourire hein, qui sert quand même de trait d'union, notamment avec toutes ces populations qui vous ont accueillis jour après jour. Oui, c'est Guy de Larigaudy qui a écrit beaucoup dans Étoile au grand large, un très beau texte sur le sourire, qui est un peu ce reflet de l'âme. Et puis lui, il avait un sourire rayonnant. Donc il était caractérisé par la bonne humeur et la joie de vivre. Donc il avait son sourire éclatant qui est un peu le reflet du cœur. Et c'est vrai que ce sourire, quand on l'a en voyage, c'est une ouverture aussi. C'est un passeport, c'est comme la 2 chevaux. C'est-à-dire que la 2 chevaux, on a l'impression qu'elle sourit. Alors si on arrive avec les gens avec un sourire, ça passe. Ouais. Vous n'avez pas senti de marque d'agressivité nulle part Si, on en a eu en Inde, sur d'autres parties. On s'est fait attaquer, même à plusieurs reprises. Mais finalement, c'est pas ce qu'on garde dans un voyage. Quand on est voyageur, on glane. Et on glane et on essaie de garder le meilleur. Il y a des voyages qui peuvent très mal finir, mais nous, on essaie d'avoir une vision, je ne sais pas s'il est objective, mais de regarder ce qui se passait dans le monde, un petit peu sur les pays qu'on a traversés. On a vu des choses terribles, mais d'en tirer le meilleur. Ouais. Et voilà. Et puisque vous parlez du sourire, hein, évoquons ces méditations de Larigaudy. Il dit « Je me suis tellement accoutumé de la présence de Dieu que j'ai toujours au fond du cœur une prière me montant vers les lèvres. Cette prière semi-consciente et permanente, rien ne saurait la troubler. C'est au fond de moi-même une eau infiniment calme et transparente que ne peuvent atteindre ni les ombres ni les remous de la surface. » On comprend pourquoi vous êtes inspiré de lui. Hein. C'est un guide spirituel, en fait. C'est un guide spirituel. Larigaudy. Et pourtant, il n'est pas très connu. Il n'est pas très connu. Il n'y a pas eu de démarche de canonisation. Mais c'est tant mieux. Alors beaucoup se font de Guy de Larigaudy un espèce de saint de vitrail. Et moi, j'ai beaucoup enquêté avec la famille, avec son petit neveu. J'ai passé plus de 2 ans avec des rendez-vous réguliers pour comprendre le personnage. Et c'est quelqu'un de il faut l'incarner, Guy de Larigaudy. C'est un homme d'action. C'est un homme d'action et son idéal au plus profond, il a une soif d'absolu qui décuple à travers le monde en fait. Et il traduit sa soif d'absolu par son témoignage, par ses écrits, par sa sérénité, par ce qu'il est, par son exemple. Et c'est pour ça que ça nous a fascinés, parce que au-delà de l'action, du rêve et de l'aventure qui nous lie avec ce personnage, il y a une dimension qui est un peu plus spirituelle et même peut-être supérieure à tout ça, qui est celle de où est-ce qu'on va et comment abreuver cette soif d'infini. Alors lui, il la retrouve évidemment en Dieu. Alors, il y a Larigaudy que vous citez, vous, Édouard. Pour Jean-Baptiste, peut-être aussi ce célèbre poète islamique et soufi de l'amour, que vous citez également dans votre livre, et qui dit, à travers cette citation, « Au ciel, chaque nuit, je lance mon cri d'amour, ivre de la beauté de Dieu, avec force, mon cri d'amour. » C'est ça un peu. Vous êtes vous, peut-être plus contemplatif hein, qu'Édouard. On le sent à travers votre livre, en tous les cas. Hein, c'est un mystère pour personne. Ce qui vous a parfois valu quelques tiraillements. On a 2 personnalités complètement différentes. Ouais. Et pourtant très complémentaires. Et pourtant complémentaires. Et tant mieux, parce que sinon on ne serait pas arrivé au bout. Et le monde est beau, hein, c'est ce que vous retenez également de cette voilà, aventure. Et puis je crois que c'est important de pouvoir s'enthousiasmer pour un coucher de soleil, pour
voilà, prendre 2 secondes pour se dire ben, c'est beau et puis merci. Alors maintenant, justement, quand vous regardez dans le rétroviseur, quelques mois après cette formidable aventure, vous dites quoi? Quels sont les souvenirs qui vous reviennent à l'esprit? Est-ce que c'est une sorte de kaléidoscope d'images ou au contraire, c'est toujours très, très centré vers des épisodes précis? Alors, il y a le voyage en lui-même qui est je le répète un peu, la démarche du voyageur. C'est une mosaïque. On connaît pas bien les pays qu'on a traversés, à part l'Afghanistan où on est resté 2 mois. Moi, je suis retourné au Vietnam. Donc, il y a une connaissance de pays comme ça, mais de manière partielle. Mais sinon, on a une vision de voyageur. Donc, on garde une mosaïque et puis on a essayé d'en tirer un regard d'espérance de cette mosaïque. Et après, je pense que les rencontres, enfin, Jean-Baptiste, tu diras si tu es d'accord ou pas, mais je pense qu'il y a des rencontres qui sont très marquantes et qui restent vraiment au cœur. Comme on a eu des rencontres courtes, très éphémères, elles sont toujours très puissantes. Et effectivement, moi, dans une rencontre... Suivi des faits, ouais, c'est-à-dire que vous allez essayer de garder contact avec ces personnes-là? Alors oui, avec certaines, on garde contact. Pas avec tous, mais justement, c'est peut-être ceux avec qui on n'a plus de moyens de contact parce qu'ils n'ont pas accès au mail ou au téléphone. C'est peut-être là que la rencontre est encore plus folle et encore plus marquante parce qu'on sait qu'on ne va jamais les revoir. Alors, et peut-être que ce sera dans un au-delà qu'on comprendra pourquoi on a rencontré ces personnes. Alors, il nous reste 2 minutes, peut-être l'occasion maintenant de conclure. Votre vie maintenant est faite de quoi? Vous allez vous marier, vous? Je vais me marier. Je me marie dans 3 semaines et j'en suis très content. Ah ouais, ça on imagine, ouais. C'est une autre aventure. C'est une autre aventure, à mon avis, plus difficile que le Paris-Saigon. Mais très belle. Et puis professionnellement? Et professionnellement, je cherche du travail Ouais. en logistique industrielle. Donc ça n'a rien à voir avec le voyage. Ouais. Mais je cherche du travail. Donc, et vous ne voulez pas rester dans ce milieu-là quand même, après avoir... dans le milieu du voyage? Dans le milieu du voyage. J'aimerais bien, mais c'est difficilement conciliable avec une vie de famille, je crois. Ouais. Et pour vous, ça a été un épisode inoubliable de votre Voilà, vie? pour moi, c'était important de le faire parce que j'avais envie de voyager depuis longtemps, depuis tout petit. Ça se refera peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas. Votre épouse a l'âme, future épouse a l'âme de Elle aimerait bien, elle aimerait beaucoup, oui. Ouais. Et puis, mais pour l'instant, je pense qu'il y a un temps pour tout et que pour l'instant, c'est de construire un petit peu notre foyer en France ou à l'étranger, mais d'essayer de se poser un petit peu et pourquoi pas repartir plus tard. Ouais. D'accord, et vous, Édouard, vous donnez aussi des conférences, il faut bien le dire, hein, partout en France? Un petit peu, avec Jean-Baptiste aussi, Ouais. quand il a un peu le temps, mais là, dans la préparation du mariage, c'est plus compliqué. Et puis, je débute en journalisme, donc un peu en télévision, et puis dans quelques piges en presse écrite. Ben voilà, je vous lance officiellement l'invitation sur ce plateau. Venez nous rejoindre ici à KTO. On a besoin de jeunes comme vous, aussi à la fois professionnels, dynamiques, et avec cet esprit qui vous anime et qui est un esprit d'espérance, je dirais, pour raccourcir un peu les choses. Merci infiniment en tous les cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau de KTO Magazine pour une belle émission, Paris-Saigon. Donc je répète le titre de votre livre, préfacé par Dominique Lapierre, paru aux Presses de la Renaissance. Les coordonnées donc se sont affichées sur votre écran. N'hésitez pas donc à réagir par rapport à cette émission et puis à faire part surtout de vos réactions, non pas à nous, à KTO, mais plus exactement à nos invités ici présents, qui souhaitent effectivement se nourrir de toutes ces retombées. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.